Il était tard. Dans la soirée et le léger bourdonnement du radiateur d'appoint remplissait mon bureau à domicile alors que j'examinais mes relevés bancaires comme je le faisais chaque vendredi. Je m'appelle Mathieu Leroux. Je suis auditeur fiscal senior à Lyon, en France. Les chiffres ne me mentent jamais, mais ce soir-là, l'un d'eux l'a fait. Il était là, un prélèvement de 2800 € sur l'un de nos comptes joints. Aucun libellé, aucun marchand associé, rien. Juste une ligne froide de chiffres disparaissant de notre solde comme un retrait fantôme. Je me suis penché, me frottant la tempe. Impossible, ai-je murmuré. Je n'avais autorisé aucune dépense approchant ce montant. Je me suis levé, j'ai descendu doucement le couloir et j'ai trouvé Sophie, ma femme, dans la cuisine. Elle se servait un verre de vin blanc, fredonnant une vieille chanson de Véronique Sanson qui sortait de la petite enceinte près de l'évier. Sophie, ai-je dit d'un ton neutre. Je peux te demander quelque chose? Elle s'est retournée. Surprise par mon ton. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un prélèvement. Ici, 2800 €. Tiré du compte joint il y a 3 jours. Je n'ai pas touché à cet argent. Et toi? Son corps s'est raidi, juste une fraction de seconde, mais je l'ai remarqué. Elle a eu un petit haussement d'épaule, un peu trop désinvolte. C'était peut-être un prélèvement automatique. Tu as vérifié avec la banque? Bien sûr que j'avais vérifié. Ce n'était pas marqué comme un virement programmé et il n'y avait aucun bénéficiaire d'indiqué. Sophie a bu une petite gorgée de vin et s'est tournée de nouveau vers le plan de travail. Je ne sais pas alors, a-t-elle dit. C'est peut-être une erreur comptable. Tu t'y connais mieux que moi. Ma mâchoire s'est contractée. Sophie, ne fais pas ça. Ne me renvoie pas la balle comme si c'était un bug mathématique. C'est presque 3000 balles. J'ai besoin de savoir où c'est passé. Elle a fait volte-face, le regard soudain perçant. Tu m'accuses de quelque chose? Je te demande des éclaircissements, ai-je répondu en gardant une voix posée. Eh bien, je n'en sais rien, a-t-elle lâché, soudain sur la défensive. Pourquoi est-ce que je prendrais une telle somme sans te le dire? C'est exactement ce que je me demande. Elle a expiré bruyamment et a croisé les bras. C'était peut-être une erreur ou peut-être que ton système se trompe. Pourquoi es-tu toujours aussi parano avec l'argent? Tout n'est pas une enquête à résoudre, Mathieu. Tu penses que je suis parano parce que je pose des questions sur 2800 € disparus. J'ai fait un pas vers elle, baissant la voix. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ça être des partenaires, ou du moins ça l'était. Son visage s'est décomposé un instant, une lueur de culpabilité ou juste de l'agacement. Je n'ai pas envie de gérer ça ce soir, a-t-elle dit en m'esquivant avec son verre de vin à la main. Sophie, les jeux interpellés. Ce n'est pas fini. Mais elle sortait déjà de la pièce, laissant derrière elle l'odeur du liquide vaisselle au citron et de la froide suspicion. Je m'appelle Mathieu Leroux. J'ai 38 ans. Je porte des chemises repassées, je bois mon café noir, et je passe mes journées depuis 12 ans à auditer les secrets des autres. Notre maison, une belle maison de ville rénovée près du parc de la Tête d'Or, s'était construite sur une confiance mutuelle, des mots de passe partagés et des soirées en amoureux programmées, ou du moins c'est ce que je croyais. Et ce chiffre sur l'écran ce soir-là, c'était la première faille dans le système. Demain, j'insisterai pour obtenir plus de réponses. Mais ce soir-là, je me suis rassis à mon bureau, fixant l'écran comme s'il pouvait me clignoter la vérité en retour. L'odeur des crêpes chaudes m'a frappé avant même que j'atteigne le bas des escaliers. Sophie ne cuisinait jamais en semaine. Elle le faisait à peine le week-end. Et pourtant, elle était là, fredonnant doucement,
faisant sauter des crêpes dorées. À la poêle pendant que des œufs brouillés crépitaient à côté. Il y avait même du jus d'orange fraîchement pressé sur la table, chose que je n'avais pas bu depuis notre 2e anniversaire de mariage. Je me suis arrêté un instant dans le couloir, l'observant de dos. Ses cheveux étaient détachés, de douces ondulations reposant sur les épaules d'un peignoir bleu pâle que je n'avais pas vu depuis des mois. Elle avait l'air sereine, trop sereine. « Bonjour », a-t-elle gazouillé sans se retourner. « Bonjour », ai-je répondu, plus lentement, plus bas. Elle a posé une assiette devant ma chaise habituelle, puis s'est assise en face de moi, le menton appuyé sur une main comme si c'était un brunch paresseux du dimanche et non les lendemains d'une guerre froide. Je me suis dit qu'une petite attention te ferait du bien aujourd'hui, a-t-elle dit. Tu n'as pas arrêté de travailler. J'ai regardé l'assiette. Des crêpes, des œufs, des fraises parfaitement coupées, les bords nets, comme elle le faisait quand on a emménagé ensemble. Elle a souri, un sourire éclatant et répété. Mange avant que ça refroidisse. J'ai pris une bouchée, plus par habitude que par faim. Elle m'observait comme si elle attendait un verdict. J'ai mâché lentement, puis j'ai posé ma fourchette. On ne va pas jouer à ça, Sophie. Son sourire a vacillé. Jouer à quoi, a-t-elle demandé, feignant la confusion. Cette mise en scène? La nourriture, le peignoir, le numéro de la femme d'intérieur idéale. Dis-moi. Juste à quoi ont servi les 2800 €? Son regard a plongé vers sa tasse. Je te l'ai dit, je n'ai aucun souvenir de ça. La banque a peut-être fait une erreur. C'était peut-être un truc qu'on avait oublié. Je l'ai fixé. Sophie, je n'oublie rien et les banques ne perdent pas 3000 € au hasard. Elle a eu un petit rire silencieux, pas amusé, défensif. Eh bien, tu devrais peut-être vérifier ta mémoire. Tu as été tellement stressé par le travail ces derniers temps. Tu l'as peut-être transféré et oublié. J'ai gardé une voix posée. J'ai vérifié 3 fois. Ce n'était pas moi et je sais que tu le sais. Elle s'est adossée à sa chaise, expirant fort par le nez. Pourquoi est-ce que tu m'interroges comme un de tes clients? Parce que j'ai l'impression qu'un de mes clients vient de braquer mon compte. La remarque a fait mouche. Ses lèvres se sont pincées. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. La cuisine s'est remplie du faible tic-tac de l'horloge murale et de l'odeur du sirop qui refroidissait sur l'assiette. Je fais des efforts, là, a-t-elle fini par dire. J'essaie de faire en sorte que cette matinée paraisse normale. La normalité, ce serait l'honnêteté. La normalité, ce serait la confiance. Je me suis légèrement penché en avant. Tu sais à quoi ressemble une fausse écriture comptable, Sophie? J'en ai vu des centaines. Les plus vagues sont les pires. Elles cachent toujours quelque chose. Elle a dégluti. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que c'est? Elle a hésité, ses doigts se resserrant autour de sa tasse. C'était peut-être pour aider quelqu'un, a-t-elle dit doucement. Mon estomac s'est noué. Ça, c'était nouveau. Qui, ai-je demandé? Ça n'a pas d'importance. Ça en a. Pour moi. Elle s'est levée brusquement, ramassant son assiette. Je refuse de faire ça. Pas quand tu es assis là à me juger comme si j'étais à la barre d'un tribunal. Je me suis levé aussi. Tu es à la barre d'un tribunal, Sophie, ici? Avec moi. Elle a claqué l'assiette dans l'évier avec un bruit métallique séqué. S'est retournée, les yeux brillants de quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer, de la colère, de la culpabilité, ou peut-être les deux. Tu veux tellement savoir? Très bien. J'ai aidé une amie. Elle avait besoin d'un prêt.
Elle était dans une mauvaise passe. Je ne voulais pas t'inquiéter. Une amie. Ai-je répété lentement. Elle a hoché la tête. Quelle amie? Elle n'a pas répondu, elle a juste tourné le dos et a commencé à rincer la vaisselle. Tu mens, ai-je dit, plus doucement cette fois. Elle s'est figée, juste une seconde. C'était tout ce dont j'avais besoin. L'ambiance s'est de nouveau refroidie, comme si le thermostat avait chuté de 10 degrés. J'ai regardé ses épaules se tendre et je n'ai pas insisté, pas encore. J'ai pris mon café, bu une petite gorgée lente, puis je suis passé à côté d'elle en direction de la porte d'entrée. Je vais finir tard ce soir, ai-je dit en enfilant mon manteau. Aucune réponse, seulement le cliquetis de l'argenterie dans l'évier. Derrière moi, la cuisine, toute la maison, semblait retenir son souffle. Le lendemain matin au bureau, je ne m'étais même pas encore assis avant d'ouvrir le portail de notre compte joint sur l'écran de mon ordinateur. Je m'appelle Mathieu Leroux, je suis un homme de chiffres, et quand quelque chose ne colle pas, je verrouille tout. 2 clics plus tard, nos comptes étaient gelés. Accès restreint. Carte bloquée. Le système a émis un son de confirmation sourd. Juste comme ça, la porte était fermée. Sophie ne le découvrirait que lorsque ses cartes seraient refusées, et ce n'était pas un accident. Je ne voulais pas me battre. Je voulais la vérité et peut-être, juste peut-être, que cela la pousserait assez à bout pour qu'elle finisse par la cracher. À 15h41, mon téléphone a vibré sur le bureau. Sophie, la carte vient d'être refusée au magasin. Il y a un problème avec la banque. 3 minutes plus tard, Sophie. Mathieu? Je suis dans la file d'attente avec les courses. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de regarder les points de frappe apparaître et disparaître. Le reste de la journée de travail s'est passé dans le brouillard. J'ai bouclé 2 examens de dossier, soumis un rapport, et je suis rentré chez moi sous un ciel gris lyonnais, chargé de bruine. Quand je suis entré, Sophie était déjà là, debout dans le couloir, les bras croisés, gardant toujours son manteau. « Tu as bloqué les comptes » a-t-elle dit, sautant. Toute politesse. J'ai hoché la tête en retirant ma veste. Oui. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Elle a cligné des yeux. Non, je ne sais vraiment pas, Mathieu. J'ai été humilié aujourd'hui. Tu sais ce que ça fait de voir ça? Carte refusée devant 10 personnes? Tu sais ce que ça fait, ai-je dit. Calmement, de demander la vérité à sa femme et de se voir servir un petit déjeuner scénarisé et un mensonge sur le fait d'aider une amie? Son visage a rougi. Alors c'est une punition. Non, ai-je répondu. C'est une limite. Elle a laissé échapper un rire bref et amer. Une limite? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Je ne sais pas ce que tu caches, ai-je continué en la dépassant pour entrer dans la cuisine, mais je sais que c'est assez énorme pour que tu mentes 2 fois, ce qui veut dire que c'est assez énorme pour que je prenne des précautions. Elle m'a suivi, la voix montant d'un cran. Tu crois que je te vole? C'est ça l'histoire? Je me suis retourné pour lui faire face. Non, je crois que tu l'as déjà fait. Ça l'a réduite au silence pendant un instant. Puis elle a baissé les yeux et a parlé plus doucement. Je ne voulais pas qu'on en arrive là, Mathieu. Alors tu aurais dû dire quelque chose avant que 3000 € ne sortent de notre vie. J'ai pris un verre d'eau et j'ai marché vers le salon, la laissant plantée dans la lueur de la cuisine. Cette nuit-là, elle n'est pas venue se coucher. Je l'ai trouvée recroquevillée sur le canapé du salon, enveloppée dans le fin plaid gris que nous gardions habituellement plié sur la coudoir. Pas d'oreiller, toujours en jean, une seule chaussette au pied. Je suis resté dans le couloir, regardant ça.
Poitrine se soulevait et s'abaissait. Plus de mots, plus d'envie de se battre. Juste deux personnes dans la même maison s'éloignant l'une de l'autre à chaque respiration. Le silence ne faisait plus seulement remplir l'espace. Il en modifiait la forme. Sophie était juste là, mais la distance entre nous semblait faire des milliers de kilomètres. Et à cet instant, quelque chose de froid et de lourd s'est installé dans ma poitrine. Quoi que ce fût, ce n'était pas juste une mauvaise passe. Quelque chose s'était brisé. Et au fond d'elle, je crois qu'elle le savait aussi. C'était juste après le déjeuner quand Sophie a finalement brisé le silence. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de mon bureau, ses lunettes de soleil déjà sur le nez, son sac à main en bandoulière comme si elle avait répété la pause. Je pars quelques jours, a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux de mon écran. Tu pars où? Est-ce que ça a de l'importance? A-t-elle répondu du tac au tac. J'ai besoin d'espace. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de texto. Je te contacterai quand je serai prête. Ça a attiré mon attention. Je me suis adossé à mon fauteuil. Tu disparais après un mensonge financier, et je ne suis pas censé poser de questions. Elle a croisé les bras. Tu as bloqué notre argent, tu m'as humilié et tu as transformé notre maison en tribunal. J'arrête les frais. Tu ne m'as toujours pas dit où est passé l'argent, ai-je répondu d'une voix égale. Sa mâchoire s'est contractée. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Elle a tourné les talons et s'est éloignée. Avant que je puisse ajouter un mot. La porte d'entrée s'est fermée avec un léger clic, pas un claquement. Pire qu'un claquement. 1 heure plus tard, j'étais déjà au téléphone. Étienne Blanc, a dit la voix. Tu m'as dit que c'était urgent. Ça l'est, ai-je répondu. J'ai besoin d'un traçage personnel, pas officiel. Discret. Il a fait une pause. Tu es toujours aux finances publiques. Oui. Alors tu sais que je ne pose pas de questions, a dit Étienne. Envoie-moi les détails de la transaction. À la tombée de la nuit, nous étions assis face à face à une petite table dans un café du centre-ville. Étienne Blanc, détective privé, ancien de la brigade financière. Le genre d'homme qui remarquait tout et ne réagissait à rien. Il a fait glisser une enveloppe Kraft vers moi. Ce retrait, a-t-il dit, une réservation d'hôtel, 3 nuits. Payée d'avance. Je l'ai ouverte. Ma poitrine s'est serrée. Le même hôtel, a continué Étienne, où ta femme s'est enregistrée ce matin. J'ai levé les yeux. Elle a dit qu'elle quittait la ville. C'est le cas, a-t-il dit calmement. Juste pas toute seule. Il a ouvert sa tablette et l'a tournée vers moi. Elle était là, Sophie, riant, sa main sur le bras d'un homme alors qu'ils entraient ensemble dans le hall de l'hôtel. Une autre photo, eux assis très proches au bar. Une autre, dans l'ascenseur, la main de l'homme dans le creux de ses reins. J'ai dégluti difficilement. Qui est-ce, ai-je demandé. Étienne n'a pas hésité. Damien Chassagne. Le nom a résonné comme un tiroir de dossier con. Laisse tomber. Non, ai-je dit doucement. Si, a répondu Étienne. Damien Chassagne. Marié, patrimoine immobilier, sociétés écran. Et il m'a jeté un regard très familier de ton cercle professionnel. J'ai expiré lentement. Il est intervenu dans 3 conférences fiscales. Et il est négligent, a ajouté Étienne. Il utilise des comptes personnels quand il ne devrait pas. 7. Liaison, financée sans aucune prudence. J'ai de nouveau regardé les photos. L'aisance entre eux, le mensonge dans lequel je vivais. Donc, ce n'était pas une amie, ai-je dit. Étienne a secoué la tête. Non, ce n'était pas le cas.
J'ai refermé l'enveloppe soigneusement. Donne-moi tout, ai-je dit, mais que ce soit propre. Étienne a hoché la tête une fois. C'est déjà en cours. En rentrant chez moi en voiture, la pluie zébrait mon pare-brise comme de la friture sur un écran. Sophie n'était pas partie se changer les idées. Elle était partie se cacher. Et l'homme avec qui elle avait choisi de se cacher venait de s'en prendre au pire mari possible. Le lendemain après-midi, je me suis retrouvé à serrer le volant devant une maison à un étage niché dans une impasse tranquille de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Tout dans cette rue semblait intact, des haies taillées, des vélos d'enfants appuyés contre des clôtures, des carillons éoliens se balançant doucement sous la brise. C'était le genre d'endroit qui rendait la trahison encore plus glaciale. Je suis resté dans ma voiture une minute entière avant de finalement sortir. L'enveloppe Kraft était coincée sous mon bras, plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Le porche d'entrée a grincé doucement quand j'y ai mis le pied. Une couronne de lavande séchée était accrochée à la porte. J'ai frappé une fois. Quelques secondes se sont écoulées. Puis la porte s'est ouverte. Céline Chassagne, ai-je demandé. Elle semblait avoir la quarantaine à peine entamée, menue, les cheveux châtains ondulés. Attachés en un chignon bas, pas de maquillage, juste de douces ridules autour de ses yeux qui se creusaient sous l'effet de l'inquiétude. Oui, a-t-elle répondu prudemment, agrippant le bord de la porte. Je m'appelle Mathieu Leroux, ai-je dit. Je sais que c'est inattendu, mais je pense que nous devrions parler. Ça concerne votre mari. Son expression s'est figée pendant un battement de cœur. Damien? J'ai hoché la tête une fois. Puis j'entrai? Il y a eu un long silence. Puis elle s'est écartée silencieusement. À l'intérieur, la maison était chaleureuse, décorée avec goût et sentait légèrement la cannelle. Un golden retriever a levé la tête d'un tapis voisin, mais n'a pas aboyé. Elle m'a désigné le canapé. Je m'y suis assis. Elle est restée debout. Est-ce qu'il va bien, a-t-elle demandé, la voix rendue frêle par l'inquiétude. J'ai tendu doucement l'enveloppe. Je crains que non, mais pas de la façon dont vous le pensez. Elle l'a prise lentement, ses yeux vacillants entre moi et le seau. Elle s'est assise en face de moi, a délicatement décollé le rabat et a commencé à sortir les photos une par une. Le silence s'est étiré comme du verre entre nous. Ses mains ont commencé à trembler avant même qu'elle n'atteigne la deuxième photo. Et puis son souffle s'est coupé. Non, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le silence porter le poids de la situation. Elle a fait défiler le reste, Sophie et Damien riant au bar, se tenant la main dans le hall de l'hôtel, entrant dans l'ascenseur comme s'ils n'avaient pas de vœux qui les ancraient à d'autres vies. Quand elle a atteint la dernière photo, elle l'a posée sur ses genoux et a pressé ses paumes contre son visage. Ses épaules ont tremblé. Puis les sanglots sont arrivés, violents, brisés, incontrôlables. Je suis resté assis en silence, les mains croisées devant moi. Je suis vraiment désolé, ai-je dit doucement. Je sais trop bien ce que ça fait. Elle a levé les yeux à travers ses larmes. Depuis combien? Depuis combien de temps ça dure? Je ne l'ai découvert qu'hier, ai-je répondu. Honnêtement, mais à en juger par leur attitude, ça ne date pas d'hier. Elle a secoué la tête. Nous avons 2 garçons. L'un est au collège. L'autre apprend la guitare. Il l'a aidé à choisir ses morceaux. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je bien dire à ça? Pourquoi ferait-il une chose pareille, a-t-elle demandé, plus à elle-même qu'à moi. Parce que les gens comme Damien pensent qu'ils le peuvent, ai-je dit doucement. Céline a essuyé ses joues avec la manche de son pull. Vous avez dit que vous vous appeliez Mathieu. J'ai hoché
la tête. Elle m'a regardé, toujours sous le choc. Vous n'étiez pas obligé de m'apporter ça. La plupart des gens auraient simplement laissé couler. Je ne pouvais pas, ai-je dit, pas quand il s'agit de ma femme. Ses yeux se sont adoucis face à cette prise de conscience. Sophie? J'ai de nouveau hoché la tête. Je suis désolé que vous ayez dû la prendre de cette façon, mais vous méritiez de savoir la totalité. Elle a baissé les yeux vers les photos une fois de plus. Ensuite, j'ai fait glisser une carte de visite sur la table. Je connais un bon avocat spécialisé en divorce. Brillant, discret. Vous aurez besoin de quelqu'un qui ne sciera pas quand l'argent commencera à être déplacé. Elle a pris la carte lentement. Je ne sais pas si je suis prête, a-t-elle murmuré. Je ne l'étais pas non plus, ai-je répondu, mais à la seconde où ils ont pris leur décision dans notre dos, ils ont commencé à écrire. La fin pour nous. Elle a hoché la tête, déglutissant avec difficulté. Dehors. Le vent frôlait les fenêtres. À l'intérieur, 2 étrangers étaient assis en silence, liés non pas par l'amitié, mais par les décombres. Et étrangement, je pense que nous nous sommes tous les deux sentis un peu moins seuls. Le temps que je me gare dans l'allée, le ciel s'était terni avec les nuages de fin d'après-midi, ce genre de gris lyonnais qui donne l'impression que tout a été vidé de ses couleurs. La lumière du porche s'est allumée automatiquement alors que je montais les marches. Je m'attendais à moitié à voir la voiture de Sophie. De retour dans l'allée, une tentative de contrôle des dégâts m'attendant à l'intérieur. Mais la maison était toujours vide, calme, trop calme. J'ai jeté mes clés dans la coupelle en céramique près de la porte et je me suis dirigé directement vers la cuisine, me servant un verre d'eau dont je n'avais pas vraiment envie. Mon téléphone a vibré alors que je tendais la main pour le prendre. Et instinctivement, j'ai ouvert notre journal d'appel. Aucun appel en absence d'elle. Alors, j'ai appuyé sur son nom, j'ai attendu, et c'est là que c'est arrivé. Ce numéro n'accepte plus les appels de votre contact. J'ai cligné des yeux, rappelé, même voix robotique. Bloqué. J'ai laissé échapper un petit rire, pas d'amusement, mais d'incrédulité. Elle n'était pas seulement partie. Elle n'avait pas seulement menti. Elle avait coupé les ponts. Complètement, comme si j'étais un ex instable qu'elle devait fuir. J'ai fait défiler nos anciens messages, mon pouce hésitant. J'ai failli taper quelque chose, failli, mais à la place, j'ai fermé la discussion et j'en ai ouvert une nouvelle. Laurence Carrier, la meilleure amie de Sophie, agent immobilier. Toujours trop caféinée, toujours fouineuse. Je n'ai pas perdu de temps. Salutations. J'ai juste tapé, dit à Sophie que la femme de Damien a bien aimé leur photo. 3 petits points sont apparus presque instantanément, puis ont disparu. Rien n'est arrivé après ça. Ça n'avait pas d'importance. Le message était passé, et je savais qu'il se propagerait exactement comme je le voulais. Cette nuit-là, je suis resté assis seul dans le salon, pas de télé, pas de musique, juste le doux bourdonnement du frigo qui provenait de la cuisine. La pièce avait toujours la même apparence, la bibliothèque bien rangée, la table basse propre, 2 fauteuils assortis qui signifiaient autrefois ensemble. Mais maintenant, ça ressemblait au musée d'une vie qui était déjà terminée. Le plaid était toujours plié sur le canapé. La tasse de Sophie, celle avec la petite fissure bleue sur l'anse, était toujours sur l'égouttoir. Je pouvais presque entendre sa voix dans le silence de la pièce. Mathieu, tu suranalyses toujours tout. Est-ce que tu ne lâches jamais le contrôle une seconde? Le contrôle, disait-elle, comme si vouloir la vérité faisait de moi un obsessionnel. Mais maintenant, elle était partie, et la vérité aussi. Elle avait franchi la porte avec les deux. Et pourtant, je ne me sentais pas vaincu.
Je ressentais autre chose, un calme, pas le bon genre, le genre lourd, le silence. Qui s'installe après l'explosion, quand la fumée ne s'est pas dissipée, mais que tu sais déjà que ce qui reste ne pourra pas être recollé. J'étais assis là, fixant la faible lumière de la lampe, passant mon pouce sur le bord de l'enveloppe craft à côté de moi, les photos, les noms, les heures. Ce n'était pas fini. Elle m'avait peut-être bloqué, mais j'étais loin d'en avoir terminé. Si cette partie résonne en vous, mettez un pouce bleu à la vidéo. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas comme si elle avait été défoncée. Sophie est entrée en trombe, les cheveux emmêlés, les yeux écarquillés. Son manteau était à moitié enlevé comme si elle n'avait même pas fini de s'habiller avant de se précipiter ici. Elle s'est figée en me voyant assis à l'îlot central de la cuisine. Je n'ai pas bougé. J'ai juste continué à remuer lentement le thé dans ma tasse, regardant la cuillère tourner à l'intérieur. Sa voix a brisé le silence. Tu l'as dit à Céline? J'ai levé les yeux une fois. Je l'ai fait. Son sac est tombé par terre. Mathieu, oh mon Dieu, tu ne comprends pas. Non. Ai-je dit calmement. Je comprends parfaitement. Elle a cligné des yeux. Tu m'as prise en traître. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. Ma voix n'est pas montée d'un ton. Elle était tranchante. De dépenser notre argent. Pour ta liaison, de me bloquer comme si j'étais le problème, d'entrer dans cet hôtel avec un autre homme et d'appeler ça des vacances. Sophie a fait un pas en avant, paniquée maintenant. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je n'avais pas prévu ça. C'est juste. Arrête, les jeux coupés sèchement. Ne m'insulte pas avec le refrain du c'est juste arrivé au point. Ses épaules se sont affaissées. Puis les larmes ont coulé. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Je me suis levé, j'ai marché lentement jusqu'au plan de travail, j'y ai laissé reposer ma tasse. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je répondu. Tu as pris des dispositions. Tu as réservé des chambres. Tu as libéré ton emploi du temps. Tu lui as donné mon temps. Tu as utilisé notre argent. Elle a couvert sa bouche. Comme si les mots la frappaient physiquement. Sa voix s'est brisée en morceaux. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. C'était déjà allé aussi loin. Ai-je dit, au moment où tu as choisi le silence plutôt que l'honnêteté. Elle s'est avancée vers moi. Je t'en prie, Mathieu, on peut arranger ça. Je te dirai tout. Je couperai les ponts. On peut aller en thérapie. Ne laisse juste pas ça se terminer comme ça. J'ai fixé la femme avec qui j'avais partagé des vacances. Construit des habitudes, avec qui je m'étais disputé sur les réglages de la machine à laver et les menus de livraison de sushi. Elle ressemblait à une étrangère maintenant, paniquée et minuscule dans la maison que nous appelions la nôtre. Je ne veux pas de thérapie, ai-je dit. Je veux la paix. Mathieu. Tu dois faire tes affaires. Elle s'est figée. Quoi? Tu dois partir. Ce soir. Sa voix a craqué. Où suis-je censé aller? Je n'en sais rien, ai-je dit, mais cette maison n'est plus la tienne. Elle est restée là à trembler. Puis a fait un pas chancelant en arrière. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête. Une fois. Sophie m'a regardé fixement, cherchant quelque chose sur mon visage. De la rage, de la douceur, de l'hésitation. Mais je ne lui ai rien donné, juste de l'immobilité. Je n'ai jamais voulu te perdre, a-t-elle murmuré. Tu ne m'as pas perdu, ai-je dit, tu m'as jeté. Elle s'est effondrée. Là, en plein milieu de la cuisine, le barrage a fini par céder. Elle a sangloté dans ses mains, les genoux ployant légèrement, mais je n'ai pas bougé pour l'aider. Pas cette fois.
Une minute entière s'est écoulée ainsi. Puis elle s'est retournée, a marché lentement vers le couloir et a disparu dans la chambre. Des tiroirs se sont ouverts. Des roulettes de valises ont grincé. 1 heure plus tard, elle est passée de nouveau devant moi, le mascara coulant, les yeux rouges, traînant 2 sacs derrière elle. Elle s'est arrêtée à la porte. « Je suis désolé. » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée ouvrir la porte, sortir dans la nuit, et la refermer doucement derrière elle. Le bruit était léger, mais c'était l'adieu le plus bruyant que j'ai jamais entendu. C'était un mardi après-midi quand le coup frappé à la porte de mon bureau à domicile s'est transformé en bousculade. Damien Chassagne a fait irruption, le visage écarlate, le regard fou. Il n'a pas pris la peine de refermer la porte derrière lui. Il a foncé comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. « Tu te crois malin ?» a-t-il lancé, me pointant du doigt comme si j'étais le méchant de sa tragédie. « Tu crois que tu peux détruire tout ce que j'ai construit juste parce que ta femme. » « Attention, » ai-je dit, sans même me lever de mon bureau. « Tu es chez moi, maintenant. » Il a claqué la porte derrière lui, faisant les 100 pas sur le tapis comme un animal pris au piège. « Tu l'as dit à Céline ? Tu l'as humilié. Tu as traîné mon nom dans la boue. »« Non, » ai-je dit en me levant. « Enfin. C'est toi qui as fait ça. Moi, j'ai juste ouvert les stores et laissé entrer la lumière. » La bouche de Damien s'est ouverte, mais il n'a pas parlé. Tout de suite. Son costume, le genre de luxe sur mesure qui hurle le pouvoir, était froissé. Ses cheveux, d'habitude gominés et parfaits, étaient en bataille. Il avait l'air fatigué, secoué. « Tu n'en avais pas le droit, » a-t-il marmonné, baissant légèrement la voix. « Ce n'était pas ton combat. Alors tu aurais dû rester en dehors de ma vie, » ai-je répondu froidement. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'y es insinué, dans ma maison, dans mon mariage, et ensuite. Tu joues les surpris quand ça prend feu. » Il m'a de nouveau pointé du doigt. Mais sa main tremblait. « Tu ne sais pas ce que ça m'a coûté. »« Je sais ce que ça m'a coûté, » ai-je rétorqué. « Une vie, un foyer, une femme en qui j'avais confiance. Et je suis toujours là, debout au milieu de tout ça. » Damien s'est approché, essayant de bomber le torse. « Tu t'es fait des ennemis, Mathieu. » J'ai penché la tête, impassible. « C'est censé me faire peur ?» Il m'a fixé pendant un long moment, respirant fort. Mais derrière la rage dans ses yeux, je l'ai vu, là. Chose qu'il n'avait encore montrée à personne d'autre. La peur. « Tu penses que ça se termine avec ton petit coup de vengeance, » a-t-il dit. « Tu penses que c'est fini ?» J'ai contourné lentement le bureau, m'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Je pense, » ai-je dit d'une voix assurée, « que tu es en train de réaliser que tout ce que tu as construit ne tenait qu'à un fil, que Céline était ton bouclier, que ta réputation t'achetait le silence. Et maintenant, il ne te reste plus rien de tout ça. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu as franchi une ligne, Damien, » ai-je conclu à voix basse. « Maintenant, assume les conséquences. » Le silence entre nous est devenu si lourd qu'il en bourdonnait. Puis, pendant un instant, on aurait dit qu'il allait frapper. Mais, à la place, il a reculé, vaincu. Il a réajusté sa veste, a regardé autour d'eux. Lui comme s'il avait oublié où il était, et s'est tourné silencieusement vers la porte. Pas de menace, pas de dernier mot, juste une lente retraite de l'espace qu'il pensait pouvoir dominer. Alors qu'il sortait, la porte s'est refermée avec un clic, sans claquer, presque poliment. Je suis resté là un moment, laissant le calme remplir à nouveau la pièce. Il était entré tout feu tout flamme, il repartait en fumée.
Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que la balance commençait à s'équilibrer. Les tribunaux ne ressemblent pas à la justice. Ils ressemblent à de la paperasse, à des chaises froides, à des bouches d'aération qui ronronnent trop fort. Mais ce matin-là, assis à la table des demandeurs face à Sophie, je n'avais pas froid. Je me sentais libéré. Elle portait un tailleur noir, les cheveux tirés en arrière, un maquillage soigné. Comme si elle essayait d'avoir l'air pleine de remords sans paraître dévastée. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi. Le juge aux affaires familiales, une femme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes à monture métallique et aucune patience pour les drames, feuilletait les documents. Mes documents. Factures téléphoniques, relevés bancaires, réservations d'hôtel, les photos, les retraits. L'avocat de Sophie a tenté l'approche habituelle, confusion émotionnelle, tension conjugale, stress, la défense due au moment d'égarement temporaire. La juge a brandi une page. Un égarement avec une facture d'hôtel de 2800 €, a-t-elle demandé d'un ton sec. Et de nuit, pas une. Sophie n'a pas croisé mon regard. 1 heure plus tard, c'était terminé. Le domicile conjugal est attribué à Monsieur Leroux, a déclaré la juge. Prestation compensatoire minimale accordée en raison de preuves claires des torts exclusifs de l'épouse. Les biens communs sont répartis sur une base de 75/25 en faveur du requérant. J'ai expiré doucement. Sophie avait l'air d'avoir perdu tout son souffle. Je n'ai pas souri avec suffisance, je n'ai pas jubilé. Je me suis simplement levé, j'ai rassemblé mes dossiers et j'ai quitté la salle d'audience. Avec le même calme que lorsque j'y étais entré. Mais je n'en avais pas fini, pas avec Damien Chassagne. Ça a commencé le lendemain matin. J'ai passé 2 coups de fil, l'un à la ligne de signalement de la DGFiP, l'autre à une connaissance de l'URSSAF. Les 2 appels ont été courts, polis. J'ai simplement demandé qu'ils examinent de plus près certaines déductions professionnelles douteuses sur ces déclarations. Anonymement. 3 jours plus tard, j'ai déposé un signalement officiel sous ma propre accréditation. Rien de personnel, purement professionnel. J'ai joint des documents soulevant des questions sur les valorisations que Damien avait soumises pour ses SCI immobilières. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la transparence. Je savais comment rédiger un rapport qui donne envie à d'autres auditeurs d'éplucher chaque page 2 fois. Bientôt, le projet phare de Damien à Écully, un complexe immobilier de luxe, a été mis en pause. Puis un autre. Les permis ont commencé à être réévalués. Les entrepreneurs ont commencé à se retirer. À la 2e semaine, un contrôle fiscal silencieux était en cours. À la 3e semaine, un deuxième s'ouvrait. Au niveau national. Quelqu'un en interne a laissé fuiter que la valorisation de plusieurs de ses actifs avait été gonflée. Les fissures s'élargissaient. À la 4e semaine, les chuchotements suivaient Damien partout. Le même homme qui entrait autrefois dans les pièces avec une foule derrière lui regardait. Maintenant par-dessus son épaule plus souvent qu'il ne souriait. Pas de gros titres dans les journaux, pas encore, mais la pression était là. Et je savais exactement où continuer d'appuyer, car il ne s'agissait plus seulement de mon mariage. Il s'agissait d'un homme qui pensait pouvoir prendre ce qui ne lui appartenait pas et s'en aller comme si ça n'avait aucune importance. Maintenant, chaque actif qu'il essayait de protéger était sous surveillance. Chaque chiffre, chaque contrat gonflé, chaque reçu un peu trop propre. Je n'ai pas menti, je n'ai rien déformé, j'ai juste orienté les bonnes personnes vers la vérité et je les laissé faire le reste. Sophie était repartie avec des miettes. Damien regardait son empire se transformer en poussière. Et moi? J'avais la paix. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que je l'avais mérité, un mouvement discret.
Et calculé à la fois. Je terminais un rapport d'audit trimestriel quand j'ai entendu frapper. 3 coups sourds sur la vitre extérieure de la porte de mon bureau. J'ai levé les yeux. Damien Chassagne. Mais pas le Damien dont je me souvenais sur les estrades de conférences et dans les soirées de networking. 7. Homme avait l'air vidé. Son costume sur mesure flottait autour de ses épaules. Son bronzage avait disparu. Ses yeux étaient injectés de sang. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il a ouvert la porte quand même. 5 minutes, a-t-il dit. D'une voix enrouée. C'est tout ce que je demande. Je me suis adossé à mon fauteuil. Alors n'en perds pas une seconde. Il a refermé la porte derrière. Lui, s'est avancé jusqu'au bord du bureau, et ne s'est pas assis. J'ai perdu. Céline, a-t-il dit. Elle a pris les garçons. Elle a demandé le divorce le lendemain du jour où tu lui as montré ses photos. Je n'ai pas répondu. Mon nom est traîné dans la boue. Le conseil d'administration m'a retiré des pourparlers d'expansion. 2 enquêtes sont en cours. 3 partenariats ont été rompus. Ces 10 derniers jours. Mon téléphone ne sonne presque plus, sauf pour de mauvaises nouvelles. Il s'est frotté le visage à 2 mains. Tu as approuvé ce que tu avais approuvé. D'accord, j'ai compris. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit calmement, les yeux fixés sur lui. C'est toi. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et quelque chose s'est effondré dans sa poitrine. Mon père a monté cette entreprise de zéro, a-t-il chuchoté, et j'ai essayé de la maintenir en vie. Le nom Chassagne signifiait quelque chose dans cette ville. Maintenant, les gens changent de trottoir quand ils me voient. Je me suis tourné de nouveau vers mon écran, j'ai cliqué sur la page suivante de mon rapport. Je veux juste que ça s'arrête, a dit Damien. Les audits, la pression, les appels anonymes. Tu as prouvé ce que tu avais besoin de prouver, d'accord? J'ai levé lentement les yeux. Tu es entré dans ma vie sans y être invité. Tu as détruit un mariage. Tu pensais que j'allais juste laisser passer ça. Je n'ai pas réfléchi. Exactement, les jeux coupés. Tu n'as pas réfléchi. Ni à Sophie, ni à Céline, ni à tes propres enfants, et certainement pas à l'homme qui a bâti sa carrière à repérer les menteurs. Le visage de Damien s'est décomposé. Il ne me reste plus rien, a-t-il dit doucement. Je me réveille et je fixe le plafond pendant 1 heure avant même de bouger. Je l'ai perdu. J'ai perdu l'entreprise. Je me suis perdu. Il a fait une pause, déglutissant péniblement, moi-même. J'ai hoché lentement la tête, puis j'ai recommencé à taper au clavier. C'était tout. Pas de petite phrase suffisante, pas d'ultime avertissement, juste de la paperasse. Il est resté là encore 1 seconde, attendant quelque chose, le pardon, peut-être. Je ne le lui ai pas donné. Il s'est retourné, est sorti, et a refermé doucement la porte derrière lui. Le silence qui a suivi fut la respiration la plus pure que j'ai prise depuis des mois. Pas une victoire, juste le point final. Cela faisait 4 mois que le tribunal avait signé le jugement de divorce. 4 mois. Que Damien était sorti de mon bureau les épaules voûtées, son héritage s'effritant derrière lui. Et 4 mois que Sophie était officiellement sortie de ma vie. Pas seulement de la maison, mais de l'espace dans ma tête qu'elle louait autrefois sans permission. Mes samedis avaient retrouvé un rythme. Je me levais tôt, je me préparais mon propre café, je faisais ma promenade le long des quais de Saône, vers cette étendue de parc près de l'île Barbe. Rien d'extravagant, juste moi, une veste légère, et l'odeur des cèdres et de l'eau. Loin. J'aime le calme maintenant, le vrai, pas la fausse paix que nous avions l'habitude de maintenir entre des dîners tendus et des conversations évitées. Ce matin-là,
l'air était vif. Une légère brume flottait à la surface de la rivière. J'ai croisé des joggeurs, des promeneurs de chiens, des couples en pleine conversation. Et puis je l'ai vue. Céline. Elle se tenait près d'un banc, jetant des miettes à un couple de canards qui se dandinaient vers ses pieds. Je ne l'avais pas revue depuis le tribunal. Nous avions échangé un bref email après. Ça, un simple remerciement de sa part et une courte réponse de la mienne, mais rien d'autre. J'ai ralenti le pas, hésitant à passer inaperçu, mais ensuite elle a levé les yeux et a souri. Pas par politesse, sincèrement. Mathieu, a-t-elle dit doucement. Salut. Salut, ai-je répondu, les mains enfouies dans mes poches. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je viens tous les week-ends. A-t-elle dit. Je fais ça depuis des années. Damien n'a jamais aimé marcher. J'ai hoché la tête en silence. On dirait que nous avons plus en commun que nous ne le pensions. Elle a ri doucement, sans amertume, juste avec légèreté. Il faut croire. Nous sommes restés silencieux un instant, regardant les canards battre des ailes pour se disputer les miettes. Comment vont les choses? A-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Calme. Simple. Bien, à vrai dire. Elle a baissé les yeux vers ses chaussures. Pareil ici. J'ai déménagé de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, j'ai pris un endroit plus près de chez ma sœur. Les garçons s'adaptent. J'en suis ravi, ai-je dit. Une autre pause, mais celle-ci ne semblait pas gênante. Elle semblait juste apaisée. Elle a fait un geste vers le banc. Vous voulez vous asseoir? Je l'ai fait. Nous sommes restés assis là pendant 20 minutes, peut-être plus, à parler de petites choses. Le récital de guitare de son fils, un séminaire fiscal où j'étais intervenu, sa tentative de faire du pain au levain, un désastre. Une brique. Aucun mot sur le passé, aucun prénom d'ex mentionné, juste deux personnes avec de l'air frais entre elles. À un moment donné, elle a ri, un son plein et sans filtre qui a fait se retourner quelques enfants à proximité. Ça m'a surpris de voir à quel point j'aimais l'entendre. Au bout d'un moment, elle s'est levée. Bon, il faut que j'y aille. Les garçons sont probablement en train de faire brûler les tartines. Je me suis levé, moi aussi. On se recroisera dans les parages. Elle a souri de nouveau. Je l'espère. Et juste comme ça, elle s'est éloignée, son écharpe flottant derrière elle dans la brise. Je n'ai pas couru après cet instant. Je suis simplement resté là à regarder la rivière, les canards, le chemin devant moi, sans me précipiter vers quoi que ce soit, sans essayer de réparer ce qui s'était brisé, juste en respirant ce qui était enfin redevenu mien, la paix. Mais au fond de moi, je savais aussi autre chose. Des cendres de tout ce qui s'était effondré, quelque chose de solide était peut-être en train de commencer à pousser. Et cette fois, je ne l'ignorerai pas. Pas par simple espoir, mais parce que je sentais que c'était mérité. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Céline aurait pu rester dans le déni, garder sa vie parfaite en vitrine, et ignorer la vérité que je lui avais apportée, mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a affrontée. Elle est partie.